Salut à tous, avant de commencer cette vidéo, je voulais adresser un remerciement spécial à 3 personnes qui ont aidé la chaîne à pouvoir aider d'autres personnes qui étaient en situation de désespoir. Isolés là-bas au Rio Grande do Sul, Fabio Chiren, le capitaine Nakamura et le conducteur de Jeep Flavio Guimarães. Grâce à eux, 3 abonnés de la chaîne qui ont accepté de recevoir les messages que je recevais de ces personnes. Plusieurs personnes ont été sauvées, donc cette vidéo est un remerciement pour eux et elle leur est dédiée. Ils ont sauvé beaucoup de gens. Le moins que je pouvais faire était de remercier publiquement ces 3 héros au cœur de cette tragédie. Merci. Alors, nous avons un peuple intimidé et pris en étau entre des factions criminelles liées au trafic de drogue. D'un côté de l'autre, des autorités corrompues, autoritaires et incompétentes. Une nation brisée, de plus en plus divisée et sans espoir, avec la criminalité, un chômage élevé, des crises humanitaires et une instabilité politique menaçant de faire sombrer le pays. En voyant se profiler un siècle si dévastateur qu'on l'appellera le siècle de l'humiliation. Nous parlons de la Chine du 19e siècle, mais nous pourrions aussi bien parler du Brésil au 21e siècle. Si des changements urgents ne sont pas faits, et franchement, ils ne le seront pas ou seront mauvais. La vidéo ne porte pas sur la Chine, elle porte sur le Brésil, donc je ne veux pas entrer dans trop de détails sur l'aspect chinois, mais ils sont importants. Comprenez simplement ceci, le 19e siècle a été grotesque pour les Chinois. Parce que après 2000 ans de stabilité stratégique, en faisant toujours face essentiellement aux mêmes menaces, tout a changé très rapidement. Pendant 2000 ans, c'était toujours les mêmes problèmes. Jusqu'au 19e siècle, la principale menace pour les Chinois venait des nomades d'Asie intérieure. Et pour cela, elle a toujours eu les mêmes stratégies, utilisant des États tampons pour contrôler ou influencer les royaumes frontaliers. Parfois, littéralement, ils allaient jusqu'à payer des pots de vin aux nomades pour qu'ils les laissent camper, ou alors ils utilisaient des murailles pour se défendre. Parfois, cela a échoué, mais en plus de 2000 ans, on peut dire que le bilan a été positif. Les échecs ont été l'exception. La deuxième chose, c'est que les Chinois ont toujours, je dis bien toujours été plus avancés technologiquement que leurs voisins, et même bien plus que le reste du monde. Mais au 19e siècle, cela s'est aussi retourné contre eux. Les Européens avaient atteint la 4e singularité technologique, l'automatisation de masse ou révolution industrielle, alors que les Chinois étaient encore à la 3e. Alors pour la première fois, les Chinois ont été confrontés à une menace venant de la mer, et non de l'intérieur de l'Asie. Et la mer, pendant tous ces millénaires, avait été leur zone de sécurité. Et maintenant, pour la première fois, ils faisaient face à une menace là-bas, et aussi, pour la première fois, à une menace technologiquement supérieure. Mais là, tu me demandes, d'accord, quel est le rapport avec le Brésil ? Et je réponds que nous avons quelques parallèles. Des choses de similaires ne sont pas les mêmes, mais elles se ressemblent. Qui risquent d'entraîner pour les Brésiliens au XXIe siècle les mêmes problèmes que ceux des Chinois au XIXe siècle. Je parle en gros d'un phénomène appelé le seigneur de guerre. Tu vas comprendre tout de suite. Le premier problème, c'est que le Brésil s'est créé dans un berceau splendide. En 519 ans, le territoire brésilien, en résumé. Je sais que certains diront que le Brésil n'existait pas car c'était l'Empire portugais. Mais ce n'est pas le sujet et je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Pour l'instant, acceptez cette simplification du Brésil, car ce n'est pas le sujet de la vidéo. Pendant 519 ans, une seule menace véritablement mondiale a réellement touché le Brésil. En réalité, c'est aussi le cas de l'Amérique du Sud dans son ensemble, mais notre focus est le Brésil. Nous sommes toujours restés en marge de l'histoire et de la géopolitique. Rien de vraiment intéressant n'est arrivé ici pour bouleverser l'ordre mondial ou la géopolitique. En 519 ans seulement. La guerre de 30 ans, au XVIIe siècle, dans les années 2030 puis 40, a eu un impact ici lorsqu'il y a eu l'invasion hollandaise du nord-est brésilien. Malgré cela, c'est arrivé très rarement et de façon limitée. Sinon, nous avons tout vu de loin. Ainsi est né le célèbre mythe que tout serait mieux ici, car il n'y a pas de guerre, etc. Même la Première et la Seconde Guerre mondiale, qui ont ravagé l'Eurasie, n'ont jamais atteint cet endroit. Je sais que vous évoquerez les sous-marins ayant bombardé les navires polaires brésiliens, mais il ne s'agissait pas d'une attaque directe contre le territoire brésilien, ni de dégâts structurels importants. Et même la guerre froide ici n'a pas été menée de façon directe, elle n'a été menée que de façon indirecte. Aucune concentration de troupes de l'OTAN ou de l'Union soviétique, aucun risque de guerre nucléaire, rien de tout cela.
sauf Cuba, qui fait partie des Caraïbes, pas de l'Amérique du Sud. Eh bien, cela a fait que nous sommes devenus semblables, disons, aux Chinois de cette époque du 19e siècle, excessivement sur d'eux, égocentriques et présomptueux. La différence, c'est que les Chinois disposaient déjà au 19e siècle de milliers d'années d'infrastructures encore utilisées aujourd'hui. Parce qu'ils ont vécu en guerre entre eux-mêmes et parfois avec les nomades que j'ai mentionnés. Peu de gens en dehors de cela, sauf les Japonais, qui furent une exception. Ici, rien de tel. Depuis 5 siècles, nous n'avons pas été envahis ni harcelés, sauf l'exception mentionnée. Mais après ces 519 ans, en 2020, la pandémie est arrivée et, pour la première fois, nous avons été frappés comme un coup de poing dans l'estomac. C'était la première menace étrangère, entre guillemets. Pour être arrivé ici, peut-être que quelqu'un dira que c'est la grippe espagnole, mais ce n'est pas le cas ici non plus. Elle n'a pas frappé avec la même force qu'elle l'a fait dans d'autres régions du monde, alors oublie-la aussi. L'importance, c'était celle de 2020, parce qu'avec l'arrivée de la pandémie de Covid, qui a frappé très fort, cela nous a montré certaines choses, 3 choses en particulier. La première, c'était que nous ne sommes pas préparés à faire face à des menaces mondiales. Rien de nouveau, cela a juste confirmé l'évidence et discrédité ceux qui disaient que le Brésil était une puissance. Deuxièmement, lorsque les maires, les gouverneurs et certaines parties du gouvernement fédéral ont utilisé leur structure étatique pour ordonner la fermeture des commerces et entreprises. Je ne débattrai pas de la nécessité, ce n'est pas notre but. Mais même avec une résistance, disons, émotionnelle ou une pression psychologique et politique, le peuple en a été soumis. Donc il est devenu clair que le peuple n'a pas les moyens de résister à l'autorité de l'État, parce que, il est tout simplement désarmé. Donc la pandémie a montré le contrôle. Que l'État brésilien, bien qu'ironiquement il soit presque complètement dysfonctionnel et désorganisé, parvient tout de même à avoir une bonne capacité de répression civile. Cependant, seulement sur une partie de cette population civile. Parce que d'un côté de la rue, on voyait des commerçants fermés à cause de 5 inspecteurs municipaux et 10 policiers qui les couvraient. En face, les points de vente de drogue des trafiquants restaient ouverts et actifs. Cela montre que les gouvernements brésiliens, qu'ils soient municipaux, étatiques ou fédéraux, sont profondément infiltrés par la corruption liée au narcotrafic. Peut-être n'ont-ils tout simplement pas la force d'affronter un crime organisé déjà capable de s'armer. Et lequel des deux est le plus probable ? Cela dépend du degré, de la région, de l'échelle, etc. Troisièmement, il y a eu la tentative rapide de supprimer les réseaux sociaux, car les grands médias ont presque totalement perdu leur crédibilité auprès du public. Plus que cela, elle est viscéralement détestée, du moins en partie. D'où la tentative de ces groupes médiatiques de s'associer au gouvernement pour contrôler les réseaux sociaux. Ils n'ont pas réussi simplement parce que cela impliquait des groupes internationaux en dehors du Brésil, donc le conflit a dépassé leur capacité. Si Meta ou Twitter étaient en brésilien, beaucoup plus de personnes auraient été emprisonnées pour avoir critiqué les gouvernements à cette époque. Et maintenant, encore une fois, avec les pluies, au Rio Grande do Sul, nous avons vu que les médias ont tenté de supprimer sommairement les réseaux sociaux. Le problème maintenant est le suivant. La pandémie a brisé cet isolement de 519 ans d'isolement splendide. Le berceau s'est brisé. Mais de menaces et de problèmes mondiaux vont toucher le Brésil. Alors comprenez que ce que nous voyons au Rio Grande do Sul se produit au pire moment où cela pourrait arriver. Le timing de cela a été le pire possible. Et cette catastrophe va accélérer une réaction en chaîne d'une série d'autres crises. Certaines, nous comprenez-le bien, sont inévitables, comme la crise démographique et la démondialisation. Les dégâts au Rio Grande do Sul pèseront autant pour le Brésil que la guerre en Ukraine pour l'Europe. À la différence que nous n'avons pas les ressources européennes, nous n'avons pas la même cohésion politique, et ainsi de suite. Ce n'est pas la fin du monde, juste une transition vers ce qui suit. À ce stade de la compétition, vous devez déjà en avoir assez d'entendre d'autres chaînes d'économie. Que le Rio Grande do Sul est responsable d'environ 70% de la production de riz au Brésil, le deuxième plus grand producteur de soja, disputant la position chaque année avec le Paraná, et un poids lourd énorme dans la production de porc et de poulet. Dans les exportations de riz, il était responsable en moyenne de plus de 90%. Un peu moins de 90% du blé, un quart des exportations de porc, un cinquième des exportations d'huile de soja et de cuir. Environ 15% en moyenne dans la production de lait et d'œufs,
et environ 10% du poulet. Maintenant, à court terme, je ne suis pas tellement inquiet, parce qu'au fur et à mesure que nous recueillons les informations, ce n'est pas si préoccupant. Les 30% restants de la récolte non récoltée représentent environ 6,5 millions de tonnes de soja représentent cette année une baisse de 5% de la production nationale. Tu ne manges pas de soja, d'accord, mais le bétail, les poulets, les animaux domestiques mangent de sang du soja. Pour le riz, 78% avaient également déjà été récoltés de la récolte 2023 et 2024. Les 22% restants équivalent à 1,6 million de tonnes, soit 16% de la récolte nationale. Donc oui, c'est beaucoup et cela va vous toucher, mais ce n'est rien d'aussi apocalyptique. Est-ce qu'on peut s'en remettre ? Et nous ne savons pas encore non plus quels dégâts ont été causés à ces grains qui ont déjà été récoltés et qui étaient stockés dans des silos, car certains d'entre eux ont été touchés. Pour l'instant, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous ne savons pas encore. Donc, c'est peut-être pire, mais cela reste encore dans une certaine limite. Le maïs était déjà récolté à 83%, les 27% représentent cela, 1,4 million de tonnes, soit 6% de la récolte nationale. Et le maïs, tout comme le soja, a un impact sur l'alimentation des animaux. Donc cela vous parvient sous forme de ce coût, sous forme de l'achat de viande. Donc l'élevage va ressentir cette augmentation et évidemment va la répercuter. Mais cet élevage dont je parle, qui va répercuter, sera celui de la partie qui n'a pas été touchée, c'est-à-dire celle du reste du pays. Parce que le Rio Grande do Sul est un pôle important dans la production de viande de porc et de poulet, comme je l'ai mentionné il y a peu, qui sont justement les viandes les moins chères. Nous ignorons encore l'ampleur du choc, mais je vous avertis qu'il sera important, même s'il sera encore absorbé par le marché. Parce que ces impacts sont à court terme et peuvent même être atténués, il existe des moyens d'y remédier, même par l'initiative privée, il n'est même pas nécessaire d'avoir une intervention ou une aide du gouvernement. D'ailleurs, il vaut mieux qu'il ne s'en mêle pas. Donc cela semble mauvais, mais ce n'est pas si grave, parce qu'en réalité, nous allons en ressentir les effets à long terme, et tout indique que cela pourrait être dévastateur. Comprenez que le contexte autour de cette catastrophe est également désastreux. Ce sont plusieurs problèmes qui se sont accumulés comme un barrage et qui maintenant sont en train d'exploser. D'après la Fédération des industries Mulaján du Rio Grande do Sul, 91% des usines ont été submergées. Et c'est justement là que se trouvent les régions qui concentrent la majorité des emplois de l'État. L'impact sur l'activité économique de l'État serait de 94,3%. Ce sont des données préliminaires, donc cela peut légèrement varier, mais sans grande différence. Un risque imminent de faillite menace le secteur productif du Rio Grande do Sul. Et évidemment, cela va affecter la collecte des impôts pour financer la reconstruction de tout ce qui a été détruit par les inondations. Les 447 municipalités touchées sont responsables d'environ 83% de la collecte de l'impôt sur la circulation des marchandises et des services, qui est le principal impôt de l'État. En moyenne, le Rio Grande do Sul est le 5e, parfois le 4e État qui collecte le plus d'impôts pour l'Union. Il est déficitaire, c'est-à-dire qu'il envoie plus d'argent à Brasilia qu'il n'en reçoit. Le sud, le sud-est et presque tout le centre-ouest sont ainsi. Cependant, cette année, et ce sera encore plus marqué l'an prochain, c'est le cas. Nous avons un État exportateur de denrées alimentaires et contributeur d'impôts fédéraux, qui en quelques semaines devient importateur de denrées alimentaires et bénéficiaire d'impôts. C'est un changement très brusque et rapide selon la FIERG. Nous évoquons une décennie perdue pour le Rio Grande do Sul, rappelant que les années 2010 l'ont été pour le pays. Et nous regardions 2020 comme une possible année de reprise. On constate que ce sera encore une décennie perdue pour le pays. Mais si la décennie est perdue pour les gauchos, en supposant que cela se termine, disons, rondement vers 2030, alors nous serons à l'entrée de la phase de crise démographique dans le pays. Et je parle du pays, parce que la phase de crise démographique a déjà commencé au Rio Grande do Sul. Le taux de natalité de cet État, déjà en baisse depuis 2015, est tombé à 1,0. 9 naissances vivantes pour 1000 habitants. En 2021, le taux de mortalité générale dans l'État a atteint 1,02 décès pour 1000 habitants. L'espérance de vie dans l'État devrait aussi baisser lors des prochaines enquêtes. Mais jusqu'alors, elle était de 83 ans, ce qui en fait le 5e État avec la plus grande espérance de vie. Et la médiane d'âge des gauchos est de 38 ans,
la plus élevée du Brésil. Le Rio Grande do Sul est déjà à la porte de la crise démographique, c'est le premier État à y entrer. Cette catastrophe va probablement accélérer cette entrée. Nous verrons sans doute cet État déjà en crise démographique, l'an prochain ou en 2026. Si la Fédération des industries du Rio Grande do Sul a raison, ce qui est très probable. La décennie s'est perdue pour le Rio Grande do Sul. Mais au tournant de 2030, il sera déjà complètement plongé dans la crise démographique. Le reste du pays, avec un solde positif, commençait aussi à y entrer. Certaines personnes de l'Institut brésilien de géographie et de statistique disent que ce sera entre 2035 et 40. Mais ne vous y trompez pas, ce sera entre 2030 et 2035. Donc il n'y aura pas de reconstruction du Rio Grande do Sul au niveau où il était avant cette situation. L'État sera différent une fois ce processus terminé, sans savoir quand cela arrivera. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le Brésil ne peut pas avancer droit et se développer. Il ne peut pas progresser sans le Rio Grande do Sul. Il n'est pas seulement important, il est vital. Priez pour que d'autres catastrophes n'affectent pas Santa Catarina et le Paraná, car sinon ce chaos s'accélérera encore plus vers nous. Les gens, au moment où je fais cette vidéo, sont inquiets à propos de certains barrages au Rio Grande do Sul qui pourraient en céder et aggraver une situation déjà mauvaise. Mais ça, c'est un autre problème. Nous verrons dans les prochaines années de nombreux barrages s'effondrer parce qu'il n'y a pas eu de réforme ou d'entretien de leur structure, et cela va dévaster encore plus de régions. On observe cela aussi hors du Rio Grande do Sul, à São Paulo, dans le Minas Gerais et dans certains États du Nord-Est. Même si maintenant le gouvernement fédéral essaie de faire quelque chose, ce sera très limité par manque d'argent, et, dans certains États, même par manque de main-d'œuvre. L'une des conséquences de la crise démographique est la dégradation des infrastructures déjà existantes. Sans personne pour l'entretenir, cela se dégrade et peut s'effondrer. C'est simple. Nous verrons dans les prochaines années beaucoup d'infrastructures simplement se détériorer par manque d'entretien dans tout le pays. Barrages, ponts, routes, réseau ferroviaire qui est déjà en mauvais état, et ainsi de suite. La pauvreté augmentera au Rio Grande do Sul, ce qui entraînera probablement une immigration de gauchos vers Santa Catarina. Rien d'absurde, comme un exode massif des gauchos. Mais un nombre probablement suffisant pour accentuer la pression sur le petit État de Santa Catarina, déjà touché par la hausse de la migration ces dernières années. Cela va entraîner une énorme augmentation du marché immobilier de Santa Catarina, qui était déjà en croissance. Et bien sûr, cela va entraîner des problèmes de criminalité. Un problème que les autorités fédérales présentes là-bas ne cesseront de me signaler. Lorsque la crise des inondations a commencé, il y avait la crainte que cela augmente drastiquement à cause du désastre dans l'État, surtout à Porto Alegre et Lajeado et Arroio do Meio, des villes qui sont petites, mais qui sont des points logistiques pour le trafic de drogue. Et cette situation allait mener à une guerre de factions. Avec le temps, après environ 2 semaines, cela s'est avéré réel et cela va probablement continuer dans les prochaines années. Santa Catarina subira physiquement et démographiquement les problèmes du Rio Grande do Sul. Mais ça ne s'arrête pas là. Comme je l'ai dit, l'argent des gauchos va manquer au gouvernement fédéral et quelqu'un devra payer pour ça. Nous verrons une sorte de mesure visant à essayer d'extraire encore plus d'impôts de São Paulo, Minas Gerais et Paraná, des États déjà étouffés par les impôts, ainsi que de plus en plus d'impôts pour le reste du pays. Le problème, c'est que même avec le Rio Grande do Sul fonctionnant normalement, nous voyons déjà le risque d'une rupture socio-économique dans les prochaines années, à cause des impôts. Pour maintenir une structure de l'État absolument inefficace et presque inexistante. Et ils devront augmenter les impôts pour combler le trou des dépenses du gouvernement, parce que nous avons encore le déficit de la sécurité sociale, qui sera épique, qui sera historique. En 2022, 61 millions de cotisants soutenaient, 35 millions de retraités, soit plus de 2 personnes par retraité. Dans les années 2030, ce sera moins de 2 personnes. Même si les estimations prévoient un rapport de 1 pour 1, soit 61 millions de bénéficiaires pour 60 millions de cotisants en 2050, vous pouvez être certain qu'elles sont très généreuses. Nous verrons probablement cela bien avant, déjà avant 2040. Et pour être clair, ce n'est pas que la sécurité sociale explosera lorsqu'on atteindra un bénéficiaire pour un cotisant, non, elle aura déjà explosé bien avant cela.
et pas seulement la sécurité sociale. Le pouvoir judiciaire brésilien est, de loin, le plus cher du monde, d'ailleurs, très probablement le plus cher de toute l'histoire de l'humanité. Cependant, malgré cela, nous sommes reconnus comme le pays de l'impunité, de la justice lente. Et il y a encore une autre crise silencieuse qui guette, au coin de la rue, prête à nous frapper, c'est la crise de l'éducation. Le gouvernement Lula, dans les années 2000 et début 2010, a choisi d'investir dans l'éducation. Jusqu'ici, d'accord, c'est très bien. Cependant, il n'a pas investi durablement dans l'éducation de base pour développer l'intellect de la population. Non, il voulait montrer des résultats, rapidement. Il a donc brûlé les étapes en injectant de l'argent. Dans l'enseignement supérieur, il a fait exploser le nombre d'universités fédérales au Brésil et, évidemment, il a dû ouvrir des concours pour les professeurs et le personnel administratif. Mais on voit déjà que certaines universités fédérales ne ferment pas de classes, faute d'étudiants. Et cela va s'aggraver à mesure que la crise démographique arrivera. Dans le privé, sans étudiants, on ferme le cursus ou la faculté, mais ici ce n'est pas le cas. Nous parlons de concours publics. Donc, même sans étudiants, ces personnes continuent à être payées. C'est un coût à long terme, de 20 ou 30 ans, jusqu'à ce qu'ils prennent leur retraite et continuent aussi à toucher leur salaire pendant encore 30 ou 40 ans. Donc c'est un déficit qui ne se comble jamais. Donc ce sont des dépenses obligatoires, qui devront être assumées pendant au moins les 40 ou 50 prochaines années. Investir dans les infrastructures est optionnel pour le gouvernement, les dépenses d'aide personnel sont obligatoires. Et nous avons encore les privilèges des politiciens, des différentes mairies à travers le Brésil, des gouvernements des États et du gouvernement fédéral. Quelqu'un doit bien travailler pour financer l'allocation vestimentaire du député Tiririca et ses collègues. Quelqu'un doit bien payer l'essence et les chauffeurs des juges, quelqu'un doit payer les iPhones des procureurs dans les ministères publics répartis dans tout le pays, quelqu'un doit payer les jets et les hôtels. Pour emmener les ministres de la Cour suprême et les secrétaires des gouvernements en voyage, quelqu'un devra payer et ce sera le secteur privé. Et à mesure que les recettes diminuent et que les dépenses augmentent, ce que le gouvernement fera, ce sera d'augmenter encore plus les impôts. Dans une société qui est sur le point de devenir dysfonctionnelle à cause de l'excès d'impôts. Sachez qu'il n'y a pas de secret pour combler ce déficit public. La solution, c'est de générer de la richesse et non pas d'imprimer de l'argent, parce qu'imprimer de l'argent, ce n'est pas créer de la richesse. Mais sans infrastructure et sans main-d'œuvre, on ne crée pas de richesse, et sans argent, on ne fait pas d'infrastructure. Et si l'État brésilien parvient à obtenir de l'argent, alors il n'y aura pas assez de main-d'œuvre pour faire tout ce qui est nécessaire. Avec l'État qui augmente de plus en plus les impôts, il y aura plus de polarisation politique et moins de personnes souhaitant entreprendre. Parce qu'il est tout simplement trop risqué d'essayer d'ouvrir une entreprise dans un pays où l'on paie autant d'impôts et d'attirer des investisseurs étrangers. Dans un pays à l'insécurité juridique, où un juge peut tout changer d'un simple trait de stylo, ça ne fonctionne pas non plus. Peu de gens ici auront de l'argent à investir, et ceux qui en auront seront de plus en plus pressurés, alors ils auront peur d'investir. Et à l'étranger, personne n'est assez idiot pour investir. Dans un pays avec une insécurité juridique, donc plus de pauvreté, ajouté à plus d'impunité, nous aurons plus de crimes. Et c'est là que réside le problème, car l'un des rares revenus constants, et qui n'est pas imposable, sera le trafic de drogue. Mon analogie avec la Chine devient aujourd'hui plus vivante au Brésil, avec davantage de criminalité, de polarisation politique et d'insatisfaction populaire. Qu'est-ce que l'État va faire ? Dans ce cas, nous avons déjà un exemple de ce que l'État brésilien est prêt à faire. Il va agir de manière autoritaire. Nous voyons déjà des factions au sein du gouvernement essayer d'imposer de plus en plus d'autoritarisme, ce qui pourrait même fonctionner, mais étant donné la taille et la complexité du Brésil, cela va probablement échouer. D'autant plus que, pour aggraver les choses, la structure de l'État est tout simplement trop corrompue pour que nous ayons un seul dirigeant capable d'utiliser le pouvoir de l'État comme un agent de répression absolue. L'ironie, c'est qu'ils ont eux-mêmes rongé l'État, donc ils auront eux-mêmes des limites à ce qu'ils pourront imposer en termes d'autoritarisme. La montée de l'autoritarisme va effectivement devenir une réalité dans le monde, mais elle ne sera pas la même à tous les niveaux, ni pour tous les pays. Les pays développés pourront imposer plus facilement des agendas totalitaires et centralisateurs, contrairement au Brésil. Nous poursuivrons vers une mexicanisation, comme je l'ai déjà mentionné,
Un warlordisme semblable à celui de la Chine du XIXe siècle, où le pays était divisé par des chefs militaires liés soit à l'État, soit au crime organisé. Bien sûr, cela ne sera pas rapide. Vous n'allez pas vous coucher dimanche soir et tout exploser lundi matin. Cela arrivera progressivement avec des signes croissants de pauvreté. Mais petit à petit, des régions considérées comme sûres vont de plus en plus annoncer des massacres et des exécutions isolées jusqu'à ce que cela devienne la routine, comme cela s'est produit à Rio de Janeiro. Ce que je dis, est-ce que ce serait inévitable ? Eh bien, oui et non. Deux choses à ce sujet sont inévitables. La crise démographique et la rupture économique à cause des questions fiscales et des dépenses publiques. Les réactions, non. On ne peut donc pas dire qu'il n'y a aucun espoir. Je pense que les dirigeants politiques brésiliens prendront de mauvaises décisions, comme toujours. Ne vous y trompez pas, la faillite de l'État brésilien due aux dépenses est aussi inévitable. Parce qu'il ne sert à rien qu'un président arrive et, comme par magie, essaie quelque chose, ça ne marche pas. Comme je l'ai dit, la grande majorité des dépenses publiques sont considérées comme obligatoires et lient le budget du gouvernement jusqu'en 2060. Dans le meilleur des cas, des hypothèses. Tout cela allait arriver de toute façon, mais à cause de la destruction du Rio Grande do Sul, ce processus a été accéléré de peut-être 5 à 7 ans plus tôt que ce qui se serait produit. Je sais que beaucoup sur l'île de la fantaisie diront que c'est l'occasion de bien faire pour permettre une réforme. Soyons honnêtes et réalistes. Le Parti des travailleurs n'essaiera aucune politique d'apaisement et n'essaiera pas non plus d'assouplir le système, et la Cour suprême ne cédera pas de pouvoir. Donc, la probabilité la plus forte est qu'il tire sur la corde jusqu'à ce qu'elle casse. Les impôts, bien surtout sur les produits importés, vont augmenter à un point tel que le prix des choses va exploser. Pour le citoyen moyen, ce serait comme si le Brésil avait été sanctionné ou subissait un embargo. Je sais que certains diront que ce serait une occasion de réindustrialiser le pays. Soit ils mentent, soit ils n'ont aucune notion de la réalité. Parce que pour avoir une industrie, cela prend beaucoup de temps. Ce n'est pas prendre une demi-douzaine d'entrepôts et se battre avec des gens qui martèlent et soudent. Je dis toujours ça. Créer un pôle industriel moderne nécessite une éducation de qualité pour former des professionnels compétents et surtout des arranis, des infrastructures. Nous n'avons pas et nous n'aurons pas ces deux éléments. L'infrastructure parce qu'il n'y aura pas d'argent pour la réaliser. Et même si on ouvrait cela au secteur privé, comme certains libéraux pensent que ce serait la solution. Cela aiderait sans aucun doute, mais cela prendrait aussi beaucoup de temps. Plus de temps que nécessaire. D'autant plus que, comme je l'ai dit, le secteur privé sera de plus en plus étouffé par les impôts. C'est déjà le cas, elle ne pourra pas faire de miracle. En plus, la législation brésilienne est immense. Il y a tellement de lois réglementaires qui se sont accumulées au fil des décennies et qui prennent un élan énorme. Après la Constitution de 1988, sans doute la pire au monde, toute manœuvre pour le développement et l'innovation est limitée. C'est un problème fréquent des démocraties occidentales qui a des répercussions en Amérique latine. Le processus bureaucratique s'est accumulé au fil des décennies, s'est amplifié, s'est alourdi. Non seulement les libertés ont été dangereusement réduites, mais en plus même la marge de manœuvre de l'initiative privée aussi. Et aussi celle de l'État, d'une certaine façon. C'est comme un animal qui a tellement grossi que ses pattes ne peuvent plus le supporter. Le poids de tant de législation qui fixe des règles pour pratiquement tout, y compris pour des choses qui n'avaient pas besoin d'être réglementées. Donc ce qu'il faut comprendre, ce sont 4 facteurs qui vont mener à cette implosion du Brésil, car ils vont s'accumuler et frapper le pays dans un délai de 10 ans, si rien n'est fait. Le premier, la crise démographique qui entraînera une perte de main-d'œuvre et une perte de création de richesses. Le deuxième, la démondialisation. Avec un monde plus instable, nous pourrons même voir nos exportations être affectées. D'ailleurs, elles le seront, nous ne savons simplement pas à quel point elles seront touchées. Troisièmement, la faillite financière de l'État. Ne vous y trompez pas, le seul secteur où ils peuvent réduire les dépenses est, ironiquement, l'infrastructure. Les dépenses de personnel, qui sont justement les plus importantes, sont obligatoires. Et elles bloquent sur le Brésil jusqu'à environ 2060 ou 70. À moins que le gouvernement fédéral ne décide de faire défaut auprès des fonctionnaires, mais là ce serait le chaos. Et le quatrième, c'est l'excès de lois qui essaient de tout réguler, bloquant tout potentiel de développement économique.
4 choses toucheront le Brésil d'ici 2035. Ces 4-là sont inévitables. On ne peut pas prévoir ni rendre inévitables les conséquences de cela. Seulement, en tenant compte des politiciens et des juges brésiliens, ce seront probablement des réactions qui vont aggraver la situation, très probablement en essayant d'imposer plus d'État, plus de dépenses publiques, plus de censure, plus d'arrestations de personnes pour leurs opinions sur Internet. Jusqu'au point où plus rien ne fonctionnera. Mais bien sûr, ce n'est qu'une supposition, à moins qu'un éclair de lucidité ne tombe du ciel et n'éclaire leur esprit. Ce n'est pas la fin du monde, mais une transition inévitable. Nous ignorons aussi ce qui suivra. Là, ce serait pure spéculation. Nous vivons l'ère de la récolte. Ceux qui avaient entre 20 et 50 ans dans les années 70 à 90 auraient dû semer, mais ne l'ont pas fait. Et maintenant, les conséquences vont arriver. Et ceux qui ont entre 20 et 50 ans, entre 2025 et 2050, vont devoir payer cette facture. Tout indique que sans mesures urgentes, le Brésil continue. Plus pour une autre décennie perdue, comme celle de 1990 ou 2010, mais pour un siècle perdu, un siècle de la honte. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de partager la vidéo pour aider la chaîne à grandir. À la prochaine vidéo, je vous embrasse.